Voilà. Et puis, je te dirai diapo, et puis comme ça, on fera ça Voilà, comme pas de ça. souci. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Parfait. Très bien. Très bien. Eh bien, Antoine, je vous laisse la parole. Merci, Domitille. Alors, bonjour à tous. Donc là, pendant 1 heure, je vais vous faire un petit panorama des enjeux, en fait, des risques climatiques pour la métropole Nice-Côte d'Azur. Alors, je n'ai pas vraiment zoomé sur la métropole Nice-Côte d'Azur. C'est pas un diagnostic précis de la des métropoles Nice-Côte d'Azur. C'est plutôt voilà, un panorama général des risques que peut encourir la métropole Nice-Côte d'Azur. Et on verra tout à l'heure aussi que ce n'est pas n'importe quel risque. Aujourd'hui, dans les risques, on entend tout de suite événements extrêmes climatiques, inondations, risques majeurs. Donc effectivement, j'ai un peu centré sur ces événements-là. Par contre, en fait, il faut garder quand même en tête, c'est qu'aujourd'hui, les risques ne sont pas liés qu'aux extrêmes climatiques, mais aussi à l'augmentation tendancielle des températures, qui a des effets progressifs sur l'ensemble de nos activités économiques, sur les territoires, sur la biodiversité. Et donc, il y a deux choses. Hein. Il y a ces coups de boutoir, en fait, ces extrêmes climatiques qui, eux, sont très visibles, et, comment dire, un impact beaucoup moins visible, mais très progressif des températures sur l'ensemble de nos systèmes, et notamment notre système hydrologique. Donc, diapo suivante, s'il te plaît, Domiti. Est-ce que ça marche? Ouais, normalement, ça devrait. Moi, je ne le vois pas encore. Oh, zut. Ouh. Pendant que tu essayes de les faire passer, moi, je continue. Vas-y. Donc là, comme on a entendu beaucoup parler, là, c'est le début de la. Je vais présenter un peu rapidement le GREC Sud et Air Climat. Le Air Climat, c'est une association qui pilote le GREC Sud, le groupe régional d'experts sur le climat, qui est donc une initiative associative, mais voilà, ça marche. Mais qui s'appuie, alors qui est financé par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la DEMPACA, et qui s'appuie en fait sur des scientifiques qui travaillent sur le territoire, sur la contribution de scientifiques, contribution volontaire de scientifiques qui s'appuient sur le territoire, donc qui concerne tous les sujets scientifiques, pas que les tendances climatiques, mais il peut y avoir des psychosociologues, il peut y avoir des juristes, des gens qui travaillent sur la biodiversité, sur l'urbanisme, etc., etc., et notamment aussi en santé publique. Donc l'idée du GREC Sud, c'est de centraliser et diffuser les connaissances scientifiques qui concernent les enjeux de changement climatique, les enjeux régionaux. Donc on est inspiré un peu du GIEC dans ce sens-là. Renforcer les interactions entre le monde de la recherche et les acteurs du territoire, et les citoyens, et accompagner les territoires dans la mise en place de leur politique de transition écologique d'une façon générale. Et là, en toute humilité, en apportant les connaissances, bien sûr, et les connaissances scientifiques ne sont pas les seules qui seront nécessaires pour faire avancer tout ça. Diapo suivante, si ça marche. Donc voilà, on fait pas mal de documents, et notamment des cahiers. Alors là, j'ai mis les 2 derniers plus un cahier territorial. Donc tout ce que j'aurais pas eu le temps de dire aujourd'hui est énormément de choses. Vous les retrouvez dans des cahiers, j'ai mis le lien. Je ne sais pas si vous aurez la présentation après. Vous pourrez retrouver, aujourd'hui, on a quasiment une douzaine, et en comptant les cahiers territoriaux un peu plus, de cahiers. Le dernier qui vient de sortir la semaine dernière, c'est un cahier qui reprend les sciences humaines et sociales. Donc, on va travailler sur les sociétés face au bouleversement climatique et comment on réinterroge nos activités face au changement climatique. Un deuxième là, qui va sortir et qui traîne un peu, mais la maquette est quasi finie, c'est l'évolution des extrêmes climatiques en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et un qui est un peu plus ancien, qui date de 2021, qui est la métropole Nice-Côte d'Azur face au risque climatique. Et plus pas mal d'autres cahiers. Diapo suivante. On a aussi il y a d'autres documents qui sont dans les cahiers, font une 60aine de pages. On a des plaquettes synthétiques, vous pourrez aller voir aussi, qui sont en accès libre, hein, j'ai mis les liens. Alors, pas sur toutes les thématiques, mais ça commence à aller, on en a 4 ou 5 maintenant, sur les enjeux climatiques, donc plaquettes synthétiques de 4 pages dessinées. Et vous trouverez sur le site du Connaissance du territoire de ma région sud, plusieurs fiches là, qui font une petite dizaine de pages et qui reprennent des éléments clés des grands sujets sur la région. Ici, là, j'ai mis un exemple, c'est la fiche de l'eau, mais il y a une dizaine de fiches sur tous les sujets concernant la région, avec, on passe des messages clés du GIEC jusqu'aux grands enjeux régionaux. Donc voilà pas mal
voilà, vous aurez pas mal d'informations et à la fin du webinaire, j'arriverai sûrement pas au bout, j'ai mis des différents types de ressources, c'est pas exhaustif, mais voilà, j'ai mis un peu en vrac. Diapo suivante, s'il te plaît, Valentine. Donc là, je vais passer, on peut passer, voilà. Donc là, j'ai commencé quand même par quelques éléments globaux. C'était la COP 29, donc pas mal de personnes ont sorti des rapports, et différents rapports et différents indicateurs. Donc là, j'ai mis depuis le début, depuis l'ère pré-industrielle, la température globale a monté de 1,2 degré en moyenne. Mais ce qu'on peut voir là dans le graphique et dans ce que montre Copernicus, c'est que d'une part, ce qu'ils ont mis en évidence, c'est que la période juin 2023, juillet 2024 a été moyennement 1,65 degré au-dessus de la normale pré-industrielle. Donc voilà, hein, on a passé la barre des 1,5 degrés, donc peut-être juste pour cette année, hein, on n'est pas encore officiellement au-dessus d'1,5 degré, mais voilà, ponctuellement, on commence à dépasser ce seuil symbolique. Et l'année 2024 est bien partie pour devenir la plus chaude jamais enregistrée, et elle va dépasser sur l'ensemble de son année, elle aussi, les 1,5 degrés de réchauffement. Alors, ça a deux choses, hein, c'est lié effectivement en partie au phénomène del Niño, mais aussi beaucoup à la hausse tendancielle des températures, qui est toujours plus rapide. Diapo suivante. On retrouve la même chose encore Copernicus, hein, cette très forte hausse des températures à l'échelle de la planète a pour conséquence également, là c'est la diapositive de gauche, le graphique de gauche, une hausse aussi très importante de la surface de la température des mers et des océans. On voit que 2023 a été une des années de loin les plus chaudes pour la mer et les océans, et 2024, alors là, je n'ai pas trouvé les derniers graphiques, mais je sais que sur fin août 2024, 2024 rejoint 2023, mais on arrive à des températures excessivement importantes des mers et des océans qui emmagasinent 90% de la chaleur supplémentaire absorbée par les océans. Donc c'est la chaleur supplémentaire liée à nos émissions qui est absorbée par les océans. Là aussi, donc là, on a deux phénomènes quand même malgré tout. On a de hausse des températures, la température de l'air et la température des océans. Et ça, effectivement, ça peut booster en grande partie au moins l'intensité des événements extrêmes. On le verra juste un peu après. On voit que en Méditerranée, hein, si on le prend, là j'ai mis l'année 2024 a vu des records avec un record de température enregistré à 30,8 degrés au large de la Corse, entre la Corse et Nice en août 2024. Donc, les canicules sous-marines, après 2022, une partie de 2023 et 2024, maintenant, les canicules sous-marines, c'est un peu comme les canicules sur Terre, elles se succèdent et elles deviennent de plus en plus fréquentes, longues et intenses. Diapo suivante, s'il te plaît. Autre rapport qui est sorti juste avant la COP29, avant chaque COP, le programme des Nations Unies pour l'environnement sort un rapport sur l'état des émissions et l'état des températures. Hein. Il analyse l'écart entre la trajectoire des émissions mondiales et les engagements climatiques des différents pays, de l'ensemble des pays. Hein. Engagements pris lors de la COP21, il y a bientôt 10 ans. Donc, le rapport est assez alarmant. Hein. C'est les émissions annuelles de gaz à effet de serre atteignent encore un nouveau record en 2023 à 2024. Donc, toujours plus d'émissions, même si on commence peut-être à avoir un plateau. Et ce qui montre, c'est que sans réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, le monde pourrait être confronté à une augmentation inévitable, et il rajoute, et catastrophique, parce que là on touche les limites de l'adaptation, de la température d'environ 3,1 degrés à l'échelle de la planète. Cette trajectoire, c'est, entre parenthèses, une petite parenthèse, c'est la trajectoire retenue dans le cadre du plan national d'adaptation, le PNAC 3. Donc, c'est la trajectoire d'adaptation, 3,1 degrés à l'échelle mondiale, 4 degrés à l'échelle de la France. Donc, c'est la trajectoire qui va être utilisée pour l'adaptation. Mais donc, voilà, on n'est toujours pas dans les clous. 1,5 degré commence à disparaître, cet objectif là, de limiter 1,5 degré, on commence à en être très très loin. Les 2 degrés, on s'en éloigne également. Et donc voilà, pour l'instant, la trajectoire elle est environ de 3,1 degrés. Et ce rapport est sorti, bien sûr, avant l'élection de Trump, qui peut avoir des conséquences très fortes. Et on peut imaginer que cette trajectoire peut, vu qu'on
on s'appuie sur les promesses des gouvernements pour faire ces trajectoires. Ces promesses peuvent être vues à la baisse comme à la hausse. Mais là, en ce moment, il y a un gros pays qui les revoit à la baisse. Donc, rien de très enthousiasmant. Diapo suivante, s'il te plaît. Oui, j'avais rajouté, je fais un peu longue mon introduction avant d'arriver au cœur du sujet, mais en fait, c'est quelques notions quand même qui sont assez importantes. Alors là, on parle des émissions records. Pour la France, le budget carbone ne sera pas respecté alors que les émissions totales ont diminué quasiment au rythme prévu. Même s'il y a des situations conjoncturelles, c'est plutôt positif. En revanche, le budget carbone sur la période 2019-2023 ne sera pas retenu parce qu'il y a un effondrement du puits de carbone forestier. Donc aujourd'hui, malgré tout, il faut tenir en compte de l'effondrement du puits de carbone, de la dégradation de nos forêts, dans l'atteinte du cap de la décarbonation de moins 55% en 2030. Donc aujourd'hui, vu la baisse de ces puits de carbone, la baisse des émissions va devoir aller à peu près 1,3 fois plus vite d'ici 2030. Et ça nécessitera aussi de restaurer ou en tout cas de maintenir en bonne santé les puits de carbone des forêts et des sols. Ça, pour arriver aussi peut-être au fait que, diapo suivante, j'y reviendrai probablement très peu dans ma présentation aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de crises environnementales, mais surtout là, j'en prends deux. Climat et changement climatique et biodiversité sont des enjeux intrinsèquement liés. Donc, ça veut dire que la biodiversité régule le climat, aussi bien en termes d'atténuation, parce qu'elle séquestre du carbone, qu'elle joue aussi un rôle en termes d'adaptation, hein, aussi bien dans la nature en ville que dans le, pardon, comment dire, dans l'effet tampon qu'elle peut avoir sur des crues, sur plein de choses comme ça. Donc voilà, atténuation, adaptation, la biodiversité joue des grands rôles. Mais aujourd'hui, le climat commence à fortement impacter la biodiversité. C'est ce qu'on vient de voir dans la diapo suivante, avec une diminution des puits de carbone. Donc voilà, deux choses à essayer de toujours garder en mémoire et de traiter de façon conjointe. Et quand je dis le climat impacte la biodiversité, il faudra faire attention au fait que les politiques climatiques, que ce soit par les stratégies ENR ou euh, ou peut-être les labels bas carbone peuvent aussi avoir des impacts sur la biodiversité. Elles sont nécessaires, mais voilà, c'est des dynamiques où on doit à la fois prendre en compte la nécessité de développer les énergies renouvelables et d'autre part la nécessité de garder une biodiversité qui puisse encore rendre ses services et qui soit en bonne santé. Voilà, je passe rapidement. Bon, là, on va passer juste là, j'ai passé quelque chose pour dire que même le Forum économique mondial, aujourd'hui, c'est Davos, hein, donc là, ce n'est pas des scientifiques, c'est des économistes de l'économie mondiale. Les trois risques majeurs identifiés pour l'économie mondiale, aujourd'hui, sont directement liés au changement climatique et à l'érosion de la biodiversité. Les trois premiers risques pour l'économie mondiale, identifiés dans ces rapports juste avant le Forum économique de Davos, c'est la faillite de l'action climatique, c'est les extrêmes climatiques, on en a vu des exemples tout au long de l'année, et la perte de biodiversité. C'est les trois risques majeurs pour l'économie. Et aujourd'hui, ça reste des choses extrêmement... en fait, à peu près tout le monde est conscient de ces impacts sur l'ensemble de nos activités, aussi bien en termes d'extrêmes qu'en termes d'évolution des températures. Et aujourd'hui, l'enjeu repose vraiment sur la mise en œuvre des solutions. C'est là où on a encore certaines divergences. On passe, s'il te plaît. Un petit point, alors là, je commence à zoomer sur le fait qu'on est en contexte méditerranéen. Et que ça soit le GIEC ou le MEDEC hein, qui est entre l'équivalent du grec ou du GIEC, mais à l'échelle du bassin méditerranéen, qui sort plusieurs rapports. Il y en a plusieurs qui vont sortir à la fin de l'année. Je vous ai mis un petit résumé, là, résumé pour décideurs en français qui est très bien fait. En fait, que ce soit le GIEC ou le MEDEC, ils sont d'accord sur une chose, c'est que surtout hein, d'ailleurs presque, mais il y en a qui zooment sur l'autre, la Méditerranée est un hotspot du changement climatique. Alors ça ne veut pas dire seulement qu'il va faire plus chaud, mais que les conséquences seront plus importantes, notamment en particulier en ce qui concerne les précipitations et le cycle hydrologique. Ça devrait être les régions méditerranéennes devraient être parmi les plus affectées
Donc, voilà, attention dans nos régions, les impacts du cycle hydrologique, on y reviendra un peu tout à l'heure. On peut passer, et là, je crois que je vais commencer à zoomer sur la région, mais juste avant ça, en fait, l'objectif de ces présentations, de celle-là ou d'autres, quand on amène des éléments qui ont l'air assez catastrophistes ou alarmistes, bah, l'objectif, ce n'est pas d'être ni alarmiste ni catastrophiste, mais c'est de mettre à disposition des connaissances pour anticiper les futurs changements et pour faciliter la décision. C'est-à-dire que les actions qu'on prend aujourd'hui, qu'on va mettre en place aujourd'hui, les décisions qu'on prend aujourd'hui, il faut qu'elles soient encore pertinentes dans les années à venir. Et ça, ce n'est pas évident. Il va falloir anticiper des changements. Et dans un monde qui change, essayer avec des événements en fait, qui se renforcent au lieu de s'additionner, les décisions ne sont pas si faciles à prendre. Et la mise à disposition des connaissances, même si elles sont inquiétantes, et c'est le cas, sont nécessaires pour mettre en place des actions sur les territoires qui seront pertinentes sur le long terme. Et donc voilà, l'idée n'est pas de faire peur, mais de faciliter des prises de décision. Je vais zoomer petit à petit sur la région et essayer de trouver des… En fait, je vais travailler sur des analogues, justement, ou alors directement sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur, ou sur des analogues régionaux. On peut passer… Là, j'ai mis aussi une petite carte de la métropole, puisque c'était le sujet du jour, et pour montrer aussi que la métropole, c'est un peu comme… c'est à l'image de la région, alors peut-être avec moins les grandes zones humides et certaines caractéristiques qui n'y sont pas, mais là, on a beaucoup de caractéristiques de la région, et on a à la fois des territoires très alpins et des territoires littoraux avec tout l'arrière-pays aussi. Donc, voilà, beaucoup d'enjeux autour d'une métropole comme celle-là, qui est extrêmement grande et couvre des milieux très contrastés. Et avec justement aussi, on le verra pour les épisodes méditerranéens, mais des montagnes qui tombent quasiment directement dans la mer, avec des forts contrastes thermiques, des forts contrastes géographiques et climatiques. Diapo suivante. Alors ça, c'était l'évolution des températures en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 2022 était l'année la plus chaude jamais enregistrée en France et pour la région. Et aujourd'hui, on a vu que la planète était à environ 1,2 degré d'augmentation depuis l'ère pré-industrielle. Sur la région, globalement, on est à peu près à 2,1 degrés d'augmentation sur cette période-là. Et 1,8 depuis les années 60. Donc voilà, une très forte augmentation des températures, beaucoup plus importante que celle à l'échelle mondiale. On peut passer, je crois que j'en avais mis, voilà, hier j'ai ressorti, alors maintenant Météo France a mis ses données à disposition, donc vous pouvez tous aller chercher les données sur le site Météo France, il y a plein de sites. Alors les données observées, il y a toutes les données climatiques mises par Météo France. Là, c'est les données qui sont validées pour l'étude du changement climatique. Et pour les projections, vous avez aussi Climadiag, j'en parlerai pas, j'ai pas eu le temps de faire les diapositives, mais Climadiag vous donne aussi des projections sur les trajectoires justement à 4 degrés pour l'adaptation. Vous faites Climadiag commune et vous aurez plein de chiffres sur les projections qui suivent cette trajectoire. Donc en fait, voilà, l'évolution de température, on voit que c'est quasiment les mêmes pour la métropole de Nice. Là, c'est les températures maximales moyennes. Donc, on voit qu'on est aussi à une très forte hausse des températures, quasiment à 2,5 degrés d'augmentation pour les températures maximales, donc les températures de jour. Et donc, cette hausse des températures, que ce soit à l'échelle globale ou même locale, c'est le moteur de l'évolution des différentes composantes climatiques et c'est un facteur aggravant des risques déjà identifiés, aussi bien sur les risques naturels, les risques socio-économiques, les risques environnementaux, donc sur les écosystèmes, la biodiversité, ou en termes de risques sanitaires. Tous les risques vont être globalement aggravés par cette hausse des températures. Et tout ça, on voit qu'il y a des conséquences en cascade. Et ces différents phénomènes qui vont découler de cette hausse des températures, ils ne s'additionnent pas finalement, ils se renforcent mutuellement. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à prendre en compte et de très difficile à anticiper. Donc voilà, donc une très forte hausse des températures. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, hausse des températures qui va se poursuivre dans le futur. Donc là, c'est les projections tirées de Drias pour la région.
pas eu le temps non plus là, de faire le graphique pour Nice. Donc, selon les 3 scénarios qu'on commence toujours qu'on commence à avoir en tête, hein, c'est les RCP toujours, qui sont disponibles sur le territoire dans la banque de données DRIAS. Donc là, c'est l'évolution des températures. La courbe verte, elle correspond aux trajectoires. Alors, c'était des projections qui commencent en 2010, qui sont tirées des rapports qui ont été utilisés dans les rapports du GIEC de 2014. C'est toujours celles sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Donc, la courbe verte qui correspond aux accords de Paris en 2015 et donc au scénario le plus optimiste en termes d'émissions de gaz à effet de serre mondial. Et la courbe rouge, c'est le scénario pessimiste. Ça veut dire qu'on ne changera pas nos émissions de gaz à effet de serre, on reste sur les mêmes modalités. Aujourd'hui, les 2 scénarios extrêmes, le rouge et le vert, commencent à s'éloigner parce que l'air de rien, les politiques internationales, alors sans gros retour en arrière, commencent à porter leurs fruits. Et en revanche, c'est loin d'être assez, donc le scénario vert, lui, s'éloigne vraiment. Aujourd'hui, si on suit la trajectoire 3.1 à l'échelle de la planète, c'est une courbe qui sera entre la courbe jaune et la courbe rouge, où donc où on touche malgré tout les limites de l'adaptation, qui est absolument pas satisfaisante. Mais donc voilà, c'est à peu près les trajectoires qu'on devrait avoir avec toutes les incertitudes que ça comporte sur nos territoires. Ce qu'on voit là, la courbe bleue, pour l'instant, c'est les données observées sur la région. On voit que les données observées, quand elles recouvrent les données modélisées, donc sur les 10 dernières années, sont largement au-dessus des projections les plus pessimistes. Donc voilà, attention, quand on prend des scénarios pour 2050, ne pas choisir ou les scénarios les plus pessimistes, ou les plus optimistes, ou même intermédiaires. Pour 2050, on sait que dans toutes vos politiques d'adaptation, essayez de choisir un minima le scénario le plus pessimiste. Pour la fin du siècle, ça se discute. Effectivement, les trajectoires peuvent s'infléchir d'ici là, et on l'espère très fortement. Donc, le futur dépendra de nos capacités à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et pour l'instant, les trajectoires les plus vraisemblables touchent les limites de l'adaptation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, mais ça veut dire qu'il faut faire attention. On est encore très loin d'arriver à limiter les températures dans une fourchette raisonnable. Diapositive suivante. Donc là, vous trouverez, il y a toujours, alors que ça soit dans différents cahiers, là on le voit, il y a plein de graphiques qui vous permettent d'avoir des données sur l'évolution des températures sur vos territoires. Donc il y a Climadiag, il y a les données de DRIAS, et là c'était sur la région, c'était les anomalies de température maximale en été à l'échelle communale en 2055, donc suivant le rapport le plus pessimiste, le 8.5, et on voit que sur globalement le secteur de la métropole, on sera à des températures par rapport à la période de référence 1996-2015, d'ici 2050, qui seront supérieures à la moyenne autour de 2,5-3 degrés supplémentaires dans les 25 années à venir. Donc voilà, des très fortes hausses de température qui seront vraiment à prendre en compte, qui vont avoir des conséquences très fortes sur nos activités et sur les écosystèmes. On peut passer. Dans le cahier qui est en accès libre sur notre site de la métropole, qui fait un bilan de la métropole Nice-Côte d'Azur, vous trouverez aussi des cartes. Et là, c'est une évolution des températures maximales extrêmes, donc les températures les plus chaudes qu'on enregistre sur le territoire, avec pareil, là, sur le scénario 8.5, une évolution sur le territoire de la métropole, avec d'ici 2050 une évolution de 4 degrés en moyenne, et de 7,7 en moyenne pour la fin du siècle, en termes de température maximale extrême. Donc voilà, avec donc une très forte augmentation qui doit être vraiment prise en compte. On peut passer. Donc ça, ces données, vous les retrouvez aussi dans le cahier. Donc une des conséquences de cette hausse des températures tendancielles, et ce qui a été souligné très fortement dans le dernier rapport du GIEC, qui est sorti en 2022, ce qui n'était pas le cas avant parce que c'est très compliqué d'associer des événements météorologiques extrêmes à une tendance climatique. Mais aujourd'hui, c'est fait. De plus en plus, c'est même affirmé par le GIEC, les événements extrêmes en lien avec la hausse des températures deviennent avant tout plus intenses, mais aussi plus fréquents et voire plus longs en lien avec la hausse des températures. Et ça, c'est vrai pour quasi tous les extrêmes. Là, j'ai repris leur petit schéma. Et on va trouver sur le territoire de la métropole à peu près
tous les extrêmes climatiques qui sont mentionnés ici. Les extrêmes de chaleur, donc les vagues de chaleur, ça va être aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si on en aura une l'année prochaine. La question est de savoir si l'année prochaine, on en aura une, deux, trois vagues de chaleur, si elles feront une semaine ou 3 semaines, et savoir jusqu'à quel niveau de température ça va monter. Il n'est pas exclu que d'ici 2050, on ait des vagues de chaleur qui fassent 1, 2, voire 3 mois dans le pire des cas, et avec comment dire, pas 3 mois d'ici 2050, mais malgré tout, sur 1 ou 2 mois, pourquoi pas. Et il n'est pas exclu que des températures dépassent les 50 degrés d'ici 2050. Donc voilà, des chaleurs extrêmes de plus en plus fréquentes, intenses et longues. En termes de précipitations intenses, extrêmes, on voit que ces précipitations, je vais revenir après, on a une forte hausse de l'intensité de ces précipitations. Pas forcément en termes de fréquence, quand on parle d'épisodes méditerranéens, mais les événements les plus intenses, eux, vont devenir plus fréquents. Les sécheresses aussi. Alors là, c'est très compliqué. Il y a différents types de sécheresses. On a une forte incertitude sur l'évolution des précipitations. Par contre, l'évolution des précipitations, même à précipitation constante, l'évolution des températures va avoir des conséquences fortes sur notamment les sécheresses agricoles, donc la sécheresse agricole. L'évolution des feux, on est concerné dans la région, vous êtes concerné également sur le territoire, et toutes les caractéristiques océaniques, donc des canicules sous-marines et l'élévation des mers et des océans, qui vont renforcer, par exemple, notre exposition aux vagues de submersion. Donc voilà, je vais revenir un peu sur tous ces points là dans les prochaines diapos, mais déjà, là, il y a eu un panorama, comme je sais que je n'aurai pas le temps de finir ma présentation. Vous savez que la hausse des températures va booster l'ensemble de ces phénomènes sur le territoire. Ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas dissocier ces événements les uns des autres. Et ce qui a le plus de conséquences, c'est la récurrence et la concomitance de vagues de chaleur et d'épisodes de sécheresse. Et en fait, on voit que pour la région, et c'est vrai aussi en partie pour la métropole, il n'y a quasiment pas de répit. Depuis 2015, si on regarde, il n'y a quasiment pas eu une année sans vague de chaleur. Et on a eu aussi des années avec des très faibles précipitations. Donc, dans des contextes de vagues de chaleur, ont des conséquences beaucoup plus importantes sur notre accès à la ressource et même sur la ressource, sur la qualité des milieux aquatiques. Donc voilà, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'effectivement, il y a des événements qui ont l'air quelquefois déconnectés les uns des autres. Finalement, ils ne le sont pas. Et sur les territoires et même sur notre capacité à gérer les territoires, il faut bien prendre en compte que ces événements sont récurrents et concomitants et qu'ils ne s'additionnent pas, ils se renforcent. Et donc, voilà, c'est des choses à bien prendre en compte. Et ça force un peu aussi à la transsectorialité quand on veut prendre des mesures d'adaptation sur les territoires. Diapo suivante. Donc là, je fais un petit panorama. Donc j'en ai déjà parlé, mais rapidement, là, c'est des données c'est un petit graphique que vous trouvez sur Climat HD. D'ailleurs, je n'ai pas mis le lien, c'est ce qui est dommage. Mais vous trouvez sur Climat HD, le site de Météo France. Et donc, on voit que sur la dernière décennie, on a eu quasiment la moitié des vagues de chaleur, alors un peu moins, qui ont eu lieu, ou plus d'un tiers en tout cas, qui ont eu lieu sur la dernière décennie. Avec des vagues de chaleur en 2023. Pour l'instant, 2003 était la vague de chaleur la plus longue. En bas, on a la durée et en abscisse, l'intensité de température. Si 2023 était la plus longue, on peut voir que 2003 était la plus longue. 2023 et 2019 ont été les plus intenses. Et en 2023, typiquement, on a eu 3 vagues de chaleur. Si on cumule les 3, on est à peu près à la durée de la vague de chaleur de 2003. Donc, elles deviennent plus fréquentes, plus longues et plus intenses, avec des températures maximales en France qui, pour l'instant, ont atteint déjà les 46 degrés à côté de Montpellier. Donc, voilà, des vagues de chaleur, elles, qui vont se poursuivre et qui, diapo suivante, donc on va avoir des conséquences. C'est vraiment un phénomène qui va avoir des conséquences sur l'ensemble des écosystèmes et des activités socio-économiques, mais aussi qui vont être renforcées dans les grandes villes, voire dans les villes moyennes, à travers les effets d'îlots de chaleur urbains. Ça veut dire que les températures, notamment lors de la nuit, vont être renforcées, vont être plus importantes en zone urbaine qu'en zone rurale.
Et on l'a vu en 2003, là ça vient de 2003, hein, l'effet urbain a multiplié les enjeux de risque sanitaire en 2003. On voit que la surmortalité a été 40% plus élevée dans les petites et villes moyennes, de 80% plus élevée à Lyon et de 141% plus élevée à Paris. Donc en fait, on voit les phénomènes d'îlots chaleur urbain qui sont très importants. On parle aussi beaucoup de nuits tropicales. Nice est très marquée par cette évolution très très rapide des nuits tropicales. C'est des nuits qui descendent pas en dessous de 20 degrés. Et aujourd'hui, on a d'ailleurs beaucoup de nuits qui descendent pas en dessous de 25 degrés sur la métropole niçoise et dans les grandes métropoles littorales. Donc attention, des enjeux urbains en termes sanitaires qui sont vraiment à prendre en compte. Oui. Bon, alors j'avais mis l'évolution du cumul annuel de précipitations. Alors, donc là, j'ai jamais le temps de faire ce que je voudrais faire. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, sur la région niçoise, on a une légère tendance à la baisse du cumul de précipitations. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en fait, on a toujours une très grande variabilité d'une année sur l'autre. Et ça, c'est une des caractéristiques du climat méditerranéen. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas regarder l'évolution de la ressource en eau dans le futur. Il ne faut pas la regarder qu'au regard des précipitations, mais de l'ensemble du cycle de l'eau. Et toutes les composantes du cycle de l'eau seront influencées par la hausse des températures, sont et seront influencées par la hausse des températures. Donc, pas seulement les précipitations. Les notions de sécheresse, elles dépendent aussi beaucoup de la hausse des températures qui vont favoriser l'évapotranspiration, mais aussi de l'enneigement, de la quantité, mais de la durée de l'enneigement. Donc voilà, beaucoup de variables et de composantes qui vont avoir des conséquences sur l'accès à la ressource. Les années les plus... en fait, on peut comment dire, un peu caricaturer en disant que la hausse des températures va booster le cycle hydrologique et en fait, c'est caractéristiques méditerranéennes. Donc, caractéristiques méditerranéennes, période de sécheresse estivale qui va être renforcée, précipitations intenses à l'automne et maintenant un peu tout le temps qui vont être elles-mêmes renforcées. Donc, ça, c'était deux caractéristiques du climat méditerranéen. Mais une autre caractéristique dont on parle un peu moins souvent, c'est la forte variabilité des précipitations d'une année sur l'autre. Et ça, que ce soit à l'échelle méditerranéenne et très probablement même à l'échelle plus large, cette variabilité va être augmentée. Typiquement, hein, si on prend un exemple, on a eu 2022 qui était une des années les plus sèches jamais enregistrées en France, voire l'année la plus sèche jamais enregistrée en France, et 2024 qui est l'année la plus humide jamais enregistrée en France. Donc voilà, ces extrêmes vont avoir tendance à être renforcés. Et ce qu'il faut aussi maintenir garder à l'esprit, c'est qu'une année très sèche, comme on a pu en avoir en 1910, comme on a pu en avoir en 1960 et quelques, je ne sais plus exactement la date, une année très sèche aura aujourd'hui beaucoup plus de conséquences sur nos sociétés et sur les écosystèmes parce qu'il fait beaucoup plus chaud. Donc, à précipitation égale dans le passé et aujourd'hui, même très faible précipitation, les conséquences sont plus graves aujourd'hui. Il fait plus chaud, il y a plus d'évapotranspiration et aussi on a plus de besoins, on est plus nombreux, donc on a plus de pression sur les ressources en eau. Donc aujourd'hui, ne pas regarder que les précipitations, mais c'est une évolution assez complexe de la ressource. Diapo suivante. Une des choses les plus certaines dans les différentes sécheresses, hein, c'est sécheresse météorologique, c'est les précipitations, sécheresse agricole, c'est la sécheresse des sols, sécheresse hydrologique, c'est les débits dans les cours d'eau. On va vers, et ça d'une façon relativement certaine, une augmentation de la sécheresse des sols. Et même ce que je disais à précipitation constante, et j'ai plein de fautes d'orthographe dans mon diaporama, la hausse des températures va fortement augmenter la sécheresse des sols et la sécheresse agricole notamment. Et là, vous retrouverez aussi, c'est une étude qui s'appelle ClimSec, que vous retrouverez sur Climat HD et qui montre que d'ici 2050 et surtout vers la fin du siècle, 2080, on aura une sécheresse moyenne des sols qui sera à peu près équivalente aux sécheresses maximales qu'on observe aujourd'hui. Donc les années les plus extrêmes aujourd'hui vont devenir d'ici 2050 des années normales. Donc voilà, il faudra adapter notre gestion de l'eau, adapter nos systèmes agricoles pour pouvoir y faire face
et que pour les années 2022, qui étaient des situations de crise aujourd'hui, soit des années normales demain, donc pas en situation de crise. Les situations de crise sont très vraisemblablement bien plus marquées. Et là, il va falloir donc aussi, malgré tout, faire évoluer notre résilience et réinterroger la façon dont on gère les crises aujourd'hui. On peut passer. Alors, la sécheresse des sols, c'est aussi un des facteurs qui va renforcer les phénomènes de retrait-gonflement des argiles. Donc, on l'a vu, hein, ça a coûté très, très, très cher en 2022. Ça continue à coûter cher avec beaucoup de fissurations dans les bâtiments. Donc là, j'ai mis une carte. Il y a des cartes, d'ailleurs, si vous allez sur le site du ministère, hein, sur le portail Géorisque, vous pouvez taper votre adresse et savoir si vous êtes exposé ou pas. Là, on voit qu'il y a des territoires en région qui sont très, très fortement exposés. Sur la métropole niçoise, vous avez une exposition moyennement forte, mais avec des secteurs, malgré tout, qui restent très fortement exposés. Mais vu les fortes sécheresses, il faudra quand même arriver au moins dans les nouvelles constructions et à terme dans les constructions déjà existantes. Voilà, c'est des diagnostics qui doivent être faits. Et aujourd'hui, vu l'intensité des sécheresses, de la sécheresse des sols, voilà, c'est des phénomènes qui sont très fortement à prendre en compte, qui sont très fortement renforcés par le changement climatique. Oui. Hausse des températures, hausse de la sécheresse des sols, plus année très sèche, une évolution du risque incendie sur l'ensemble de la région quasiment, hein. Alors ici, on parle peu d'évolution des feux extrêmes sur la région sur les Alpes-Maritimes. Par contre, l'évolution du risque incendie, et notamment en termes de surface brûlée, elle est quand même malgré tout très marquée. Elle va être multipliée sur le territoire au moins par 10 d'ici la deuxième moitié du XXIe siècle, dans les années à venir. Donc voilà, faire attention à l'évolution aussi du risque incendie, très fortement lié à la hausse des températures. Diapo suivante. Je ne sais pas s'il y a tellement de choses que je suis obligé de passer vite. Donc là, on parlait plutôt de sécheresse. Là, on revient sur les épisodes méditerranéens. Alors effectivement, il y a aujourd'hui plusieurs études qui montrent une augmentation de l'intensité des épisodes méditerranéens depuis le milieu du XXe siècle. Alors l'intensité de ces épisodes est en hausse sur l'arc méditerranéen d'à peu près 22% depuis 1960. Alors on dit 22% parce que là j'ai mis 22% parce que c'est les articles qui sont sortis en 2019. D'ailleurs, les références ont sauté. Mais depuis 2019, ils revoient un peu cette augmentation, ce pourcentage à la baisse. On serait plutôt autour de 15% d'augmentation de l'intensité depuis les années 60 sur l'arc méditerranéen français. Malgré tout, on observe une augmentation de l'intensité. On observe un doublement de la fréquence des événements qui dépassent un seuil de 200 mm de pluie par jour. Les surfaces touchées sont également en hausse. Et le fait qu'on ait des seuils un doublement de la fréquence des événements qui dépassent 200 mm de pluie par jour, ça correspond à maintenant une probabilité de crue centennale qui a doublé. Et donc, en raison de l'hausse de température. Donc aujourd'hui, les crues centennales dans les années 60 sont aujourd'hui des crues cinquantennales. Donc voilà, une augmentation de la probabilité de crues extrêmes. Là, il faut mettre aussi un petit bémol. Ça, c'est des précipitations, c'est l'aléa météorologique. L'aléa inondation ne dépend pas, et on l'a vu, on le voit à Valence, on le voit très souvent, ne dépend pas que de la quantité de précipitations qui tombent, mais des caractéristiques géographiques du territoire, des caractéristiques précédentes d'humidité des sols, de dégradation ou pas des bassins versants et d'artificialisation aussi des territoires sur les bassins versants. Donc, l'impact de ces précipitations très intenses va dépendre de là où elles tombent et des caractéristiques territoriales. Et donc, c'est ça le risque inondation. Et donc, c'est là où on n'est pas complètement, comment dire, il n'y a pas de fatalité complète vis-à-vis de ces événements en hausse. On peut jouer sur l'aménagement du territoire pour réduire notre exposition et notre vulnérabilité. Si on regarde en 2020, quand il y a les événements de la Tinée, de la Vésubie ou la Roya, on est à des événements de plus 500 mm. Et le 19 septembre, dans le Gard, alors c'était le 2 octobre dans les Alpes-Maritimes, donc 2 semaines avant,
dans le Gard, on a eu des événements à plus de 500 mm, mais dont on ne se rappelle plus parce qu'ils étaient tombés sur des zones quasi très, très peu habitées, très peu artificialisées, et donc on avait eu très peu de dégâts et quasiment, je crois qu'il y avait peut-être une victime, mais j'en suis pas sûr. Donc sur des événements relativement similaires, ça va dépendre de là où ça tombe, tout bonnement. Voilà, c'était juste pour dire que faire attention, voilà, des événements, là c'était, bon, je vais pas rester dessus, hein, des événements comme qu'il y avait eu dans la Vésubie et dans la Roya et dans la Tinée. Donc voilà, ça c'est des événements qui sont peut-être amenés à se reproduire, et en tout cas faire attention, ces événements exceptionnels comme il y a eu à Valence, mais il y a quelques temps, si on peut passer la diapo suivante, il y a très peu de temps, là, le 17 octobre, il y a moins d'un mois, il est tombé aussi en France, plus qu'à Valence, quasiment plus aussi que ce qui est tombé dans la Vésubie en 2020. Il est tombé quasiment 700 mm en 48 heures sur les Cévennes. Il y a eu de très fortes inondations en bas, mais pas de victimes parce que là aussi, c'est tombé sur un secteur peu artificialisé et peu habité. Ce type de précipitation peut tomber quasiment n'importe où. Les Alpes-Maritimes sont très exposées à ce type de précipitation. Selon où elles tombent, on peut avoir aujourd'hui des événements catastrophiques effectivement sur nos territoires. Ce qui est arrivé à Valence peut arriver sur nos territoires. On a aussi des contextes très artificialisés et on a aussi un contexte géographique et topographique favorable à ce genre de risque. Donc aujourd'hui, travailler sur l'aménagement du territoire, sur les systèmes d'alerte, reste quelque chose d'important, et surtout ne pas sous-estimer l'impact potentiel de ces crues et leur survenue. On peut passer. Il y a des projections, alors c'est très très compliqué, hein, les extrêmes climatiques. Il y a des projections qui ont été réalisées par des chercheurs de Météo France et de l'IPSL sur l'évolution au XXIe siècle des précipitations intenses. Il y a, comme pour l'observation, beaucoup d'incertitudes, mais on voit malgré tout sur le nord du bassin méditerranéen une augmentation de l'intensité de ces précipitations dans le futur, d'à peu près encore une quinzaine de pourcents sur le secteur de la métropole. Donc voilà, hein, c'est cette augmentation, et en fait, c'est l'augmentation de ces précipitations intenses, elle est liée à l'augmentation de la température de l'atmosphère qui peut contenir plus d'humidité, et elle est boostée également par la température de la mer Méditerranée sur notre territoire, qui évapore plus. Et elle évapore plus et l'atmosphère peut contenir plus d'humidité. Donc quand ça arrive et que ça rencontre des masses d'air beaucoup plus froides en altitude, ça précipite de façon beaucoup plus intense. Donc beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'humidité, et donc ça booste ce type d'événements. Voilà. On n'est pas, c'est pas leur fréquence qui va être forcément concernée, mais c'est surtout leur intensité. On peut passer. Il faudrait que je regarde l'heure à un moment. J'arrive bientôt à la fin. Donc je passe. Là, c'est d'autres phénomènes. On voit aussi qu'on peut arriver vers l'intensification de petits ouragans méditerranéens qui ont des caractéristiques un peu différentes, mais on voit qu'au large de la Sicile et de la Grèce, ils se forment de plus en plus souvent en lien avec la hausse de la température de la mer, ces médicènes. On en a eu une fois au moins, voire deux, mais un qui n'avait pas tout à fait les caractéristiques sur le territoire. C'était en 2011. On avait eu 900 mm de pluie dans la région du Gard et des rafales de vent qui allaient jusqu'à 150 km/h. Donc faire attention à ce type de phénomènes qui peuvent aussi survenir et qui sont particulièrement violents. Bon, je passe les effets du changement. Dans les effets du changement climatique en montagne, on le voit, et je vais passer ces deux. On l'entend, en fait, ils sont liés à la hausse des températures, fonte du pergélisol, aux précipitations qui sont de plus en plus intenses. La combinaison des deux, on a des crues, on a un renforcement des glissements de terrain avec des conséquences typiquement sur les infrastructures de transport et sur certains autres types d'infrastructures. Donc là aussi, il va y avoir ce type d'événement va se multiplier. Là, j'avais mis Avalanche, c'est peut-être la diapo suivante. Vous le retrouvez dans le cahier extrême qui va sortir bientôt, sur la diapo suivante, s'il te plaît. On a aussi, alors sur les avalanches, il y a des chercheurs qui ont travaillé dessus. Ce qu'on voit, c'est que le risque avalanche
remonte un peu en altitude, effectivement, parce que l'isotherme zéro remonte lui aussi et que l'enneigement, petit à petit, remonte. Donc, on a une diminution du risque avalanche à faible altitude. Par contre, ce qu'on voit, c'est que par contre, on a une augmentation du risque avalanche, il semblerait, pour les avalanches de neige humide, qui augmente avec le réchauffement climatique. Alors, elles couvrent moins de surface souvent, mais en revanche, elles causent beaucoup plus de dommages parce que c'est une neige très très lourde. Et donc voilà, ça vous le retrouverez aussi dans le cas extrême qui va sortir d'ici 2-3 semaines. J'ai encore des illustrations qui sont de trop mauvaise qualité. On peut passer. Ouais, et là, j'ai plus beaucoup de temps et j'en suis loin, mais je vais passer vite. Ce qu'on a vu aussi, c'est l'exposition accrue aux vagues de submersion en lien avec la hausse du niveau marin. Tu peux passer. Ce qu'on voit, hein, c'est que là, ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la hausse du niveau marin n'est pas constante. La hausse du niveau marin, elle était jusque dans les années 80, c'est à peu près de 2,1 mm par an. Aujourd'hui, sur la dernière décennie, on est à peu près à 4,4, voire 4,8 aujourd'hui millimètres d'augmentation par an. Et il n'est pas exclu d'après le GIEC, que d'ici 2050, on soit à peu près à 1 cm d'augmentation du niveau de la mer par an. Dans le futur, je crois que c'est la diapo suivante, le niveau moyen attendu et mis dans le GIEC et qu'on retrouve dans toutes les projections quand on veut calibrer, anticiper les risques. On est à peu près à une augmentation de 80 cm d'ici la fin du siècle. C'est pris comme la marge supérieure en termes de risque, alors qu'aujourd'hui, et le GIEC le mentionne et dire de faire très attention, les 80 cm aujourd'hui reste la hauteur la plus vraisemblable et qui est probablement sous-estimée vu la rapidité de l'augmentation du niveau marin. Et donc, selon le GIEC, là, c'est les prévisions moyennes, mais vu l'incertitude qu'on a autour des dynamiques de fonte, notamment des calottes glaciaires, hein, et notamment antarctiques, selon le GIEC, il n'est pas exclu qu'on ait une augmentation du niveau marin global de 1,7 mètres en 2100. 4 ou 5 en 2150 et voire 15 mètres en 2300. Mais en tout cas, bien dans les actions qu'on va avoir sur le littoral, bien prendre en compte non pas les 45 cm dit à la fin du siècle dans le scénario le plus vertueux, qui celui-là, pour l'élévation du niveau de la mer, est quasiment et même pas vraisemblable, bien plutôt essayer d'être autour de 1 mètre d'augmentation d'ici la fin du siècle, parce que là, on parle d'adaptation et il vaut mieux un peu surcoter que sous-coter les travaux qu'on va faire sur notre littoral. Je vais passer. Donc, oui, la hausse. Hein, donc, la hausse du niveau marin, c'est une exposition accrue aux vagues de submersion. Est-ce qu'il a aussi, alors là, je vais pas tout parler de tout, mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que lors des fortes tempêtes sur le littoral, les inondations fluviales, comme on vient de le voir, et les submersions marines peuvent être concomitantes et augmenter de façon considérable les risques au niveau des embouchures, des fleuves et des deltas. Et ça, voilà, ça c'est typiquement des phénomènes qui ne s'additionnent pas, mais qui vont se renforcer mutuellement et qui peuvent avoir des synergies très très fortes et en termes d'impact sur le littoral. On passe. Oui, juste peut-être avant d'en venir à cette diapo, la hausse du niveau marin, c'est une exposition accrue aux vagues de submersion, mais c'est aussi, ça contribue à l'érosion littorale, donc avec des conséquences sur les activités touristiques. Ça contribue aussi, ça renforce l'exposition au phénomène d'intrusion saline, notamment dans les nappes phréatiques côtières, comme par exemple dans la nappe alluviale du Var, qui pourrait être contaminée par des intrusions salines au regard de l'élévation du niveau de la mer. Donc voilà, des risques aussi en termes d'accès à la ressource en eau potable. Et encore plus, il y a d'autres risques aussi en termes de biodiversité, etc. Donc on a toujours, pour un phénomène, plusieurs types de conséquences. Si on revient aux vagues de submersion, on voit ici, il y a eu des cartes qui ont été reprises par l'Université d'Avignon et qui sont sur des chiffres de l'INSEE. On voit que typiquement, on a des informations ici sur le nombre aujourd'hui
là, je parle là, c'est une carte de situation actuelle, ce n'est pas les cartes de situation en 2050 ou à la fin du siècle. Le nombre estimé de résidents à évacuer en cas de vague de submersion. Donc, importante. Donc, on voit qu'on voit sur le littoral que quand même, il y a des zones très marquées. Et Antibes et Nice sont deux secteurs très concernés par les vagues de submersion. Donc là, maintenant, je vais passer un peu plus vite. Bon, bah, ça, c'est les canicules sous-marines. Je vous en ai déjà parlé parce qu'on arrive à la fin et qu'on avait dit 10h30. Il est déjà bientôt 10h30. Il faut que j'avance un tout petit peu. Les risques sanitaires, vous pourrez aller voir, on a une plaquette qui concerne la santé face au changement climatique. On essaye à peu près de les prendre à peu près tous. Il y a des effets directs. On a parlé de vagues de chaleur, on a parlé d'inondations, on a parlé d'incendies. Il peut y avoir des effets directs en termes de mortalité et de dommages corporels. Il y a des effets indirects en termes économiques et il y a des effets indirects aussi en termes de santé mentale. Là, on peut peut-être passer à la diapo suivante où j'avais mis cette petite diapo que j'avais récupérée, où il y a peut-être deux choses sur lesquelles on peut soubler. On a parlé de risque, la santé mentale. Après, la majorité de ces catastrophes, on a souvent des répercussions, des stress post-traumatiques. Si ces stress post-traumatiques ne sont pas assez bien identifiés, ne sont pas suivis, ils peuvent se transformer au cours du temps en dépression beaucoup plus grave, beaucoup plus profonde. Donc, faire attention aux états dépressifs qui suivraient ces stress post-traumatiques. Voilà, ça c'était le cas. Et l'autre cas, alors là, qui n'est pas directement lié aux effets de... Oui, il y a les effets, bien sûr, d'éco-anxiété. D'ailleurs, je pense que c'est mentionné aussi. Donc ça, il y a les effets d'éco-anxiété, mais aussi les effets liés au stress post-traumatique. Donc la santé mentale, il y a beaucoup, beaucoup de choses autour de ça. Et c'est un gros sujet qui, à mon sens, je me trompe peut-être, quelquefois j'affirme des choses, mais qui pour l'instant, quand même, on sous-estime encore, on n'est encore pas à la hauteur des enjeux. Aujourd'hui, ça va nécessiter quand même aussi une transformation un peu de nos pratiques là aussi. Il faut un peu se réinterroger. Et après, les maladies infectieuses émergentes, là, je l'ai remis parce que on l'a vu en 2002 à Saint-Janet, on a eu, je crois, autour de 52 cas de dingue autochtone. Donc voilà, le moustique tigre aujourd'hui peut véhiculer des mini-épidémies. Donc là, c'était la dengue, le chikungunya, le Zika peuvent être présents. Et on voit aussi, il y a d'autres, les espèces de tiques. Il y a une espèce de tique tropicale, de région plus chaude qui remonte, qui porte la fièvre hémorragique du Congo. On l'avait vu en Espagne, on l'a observé en France. Elle porte pour l'instant pas la maladie, sauf une fois observée dans les Pyrénées-Orientales. Et donc voilà, c'est aussi la biodiversité, l'impact du changement climatique sur la biodiversité peut avoir des conséquences en termes sanitaires. Et là aussi, on va avoir besoin de veille, de suivi, d'éducation, d'observation. Voilà, il y a des choses à faire sur les territoires. Donc, je passe rapidement, on arrive à là. L'ensemble de ces phénomènes auront des accès sur quasiment tous les secteurs. Là, je les ai cités, accès à l'eau, santé, agriculture, mobilité, tourisme, des forts impacts sur le tourisme, comme sur l'agriculture, sur la biodiversité, mer littorale, sur l'énergie. Donc, des conséquences en cascade qu'il faudra vraiment arriver à intégrer. Et surtout, vu la complexité des enjeux, notamment en termes d'adaptation, il faudra vraiment travailler en transsectorialité. Et là, je passe. Vous trouverez un rapport de la CCR, là, c'est la Caisse des réassurances, qui a fait un rapport sur l'augmentation de la sinistralité sur la région. Il y a un rapport en 2023. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez des chiffres sur la métropole Nice-Côte d'Azur aussi. Il y a des détails très locaux sur l'augmentation de la sinistralité. Ce qu'on voit, c'est que sur la région, on devrait avoir une augmentation à peu près en moyenne de 40% d'augmentation de la sinistralité. Elle est beaucoup plus forte, on le voit dans les Hautes-Alpes, parce qu'on part de loin. Mais en termes de coûts, c'est Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-Maritimes qui vont être les plus concernés dans l'augmentation des coûts en termes d'assurance dans les années à venir. La sinistralité, c'est les dommages qui ne seront pas couverts par les primes d'assurance. Donc, c'est les coûts non couverts par les primes d'assurance. Ça va augmenter. Il va y avoir des vrais enjeux d'assurantiel dans les années à venir.
Et je crois que déjà, dès le début de l'année prochaine, on va voir nos polices d'assurance augmenter. Voilà, donc c'est intéressant aussi à voir comme rapport. Je passe parce qu'il a peut-être pour là j'ai sur Nice ou en tout cas sur les Alpes-Maritimes. Voilà, on aura une augmentation. Est-ce que j'ai les Alpes-Maritimes? Une Oui. augmentation de 60% de la sinistralité en ce qui concerne les vagues de submersion, de 60% sur la sécheresse et de 45% sur le multipéril. Donc, bah voilà, en tout cas des chiffres. Ça, c'est un rapport précédent de 2022. Donc, il y a plusieurs rapports de la CCR qui montrent une évolution des risques et de la sinistralité, dont des risques non couverts par les assurances. On peut continuer. Et bon, j'arrive à la fin, hein, je vais m'arrêter parce que là, j'explose les temps. Donc là, trois grands enjeux, en fait, c'est ce qui est repris dans la planification écologique. C'est l'atténuation, donc on s'attaque à la source. Donc là, c'est avant tout la sobriété, bien sûr, sinon on n'arrivera à rien sans sobriété pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Travailler sur l'efficacité énergétique, sur le mix énergétique, donc avec le développement des énergies renouvelables, mais aussi travailler le mix, ça veut dire la diversité des énergies renouvelables à notre disposition, donc très important, et faire attention à la biodiversité, c'est marqué en dessous, et travailler sur la séquestration du carbone, maintenir nos écosystèmes en bonne santé, travailler aussi en agriculture sur la séquestration du carbone dans les sols. Donc voilà, c'est un enjeu global, mais auquel tout le monde doit participer, et il y a de très nombreux co-bénéfices sur les territoires de faire une transition énergétique. L'autre point, c'est vraiment l'adaptation, faire face aux conséquences. Là, j'ai mis culture du risque, système d'alerte. Là, on est vraiment aussi adaptation, intègre la résilience d'une certaine façon, hein, notre façon de gérer les crises, mais pas que. Et il ne faudra pas opposer les deux. On n'oppose pas atténuation et adaptation, on doit faire les deux. On n'oppose pas adaptation et résilience. Pareil, on doit faire les deux. Donc, culture du risque, système d'alerte, on est vraiment sur la résilience. Et l'aménagement du territoire, travailler fortement sur l'aménagement du territoire et l'évolution des pratiques professionnelles. On se réinterroger au regard des conséquences, comment on va voir la hausse des températures, l'intensité des précipitations sur nos pratiques. L'adaptation, c'est un enjeu éminemment local. Donc là, il n'est plus question de dire que c'est la Chine, les États-Unis ou le Brésil, je ne sais pas. C'est un enjeu éminemment local qui demande une multiplicité d'acteurs et de connaissances, qui demande la concertation et de la transsectorialité. Bah voilà, et la biodiversité qui est vraiment à prendre, les trois doivent être pris en compte. Et là, j'ai rajouté sur les politiques d'adaptation une phrase du GIEC qui était dans le rapport, qui disent que les solutions intégrées et multisectorielles, donc là, on essaye de dépasser la solution, même si elle est très intéressante, isolée et qui n'est pas qui est pas intégrée dans le cadre d'une stratégie. Là, en fait, on parle de stratégie territoriale d'adaptation. Donc, il ne faut pas que cette complexité soit un frein à l'action. Mais malgré tout, de plus en plus, il va falloir essayer de mettre en place des stratégies, donc des solutions intégrées, qui soient multisectorielles, il faut casser les silos, qui s'attaquent aux inégalités sociales, on n'en a pas parlé ici, mais si on ne prend pas en compte la question sociale, on va droit dans le mur. Si on ne prend pas en compte la biodiversité, comme c'est mentionné ici, on va également droit dans le mur. Donc l'ensemble de cette considération, donc on parle de la mise en œuvre, augmente la faisabilité des politiques d'adaptation et leur efficacité sur le long terme. Donc voilà, c'est des choses, il faut falloir quand même réinterroger vraiment nos territoires, s'appuyer sur le PNAC 3 par exemple, sur le SRADET, sur les SCOT, pour mettre sur les PCAET aussi, sur tous ces plans stratégiques, pour mettre en place sur les territoires des vraies stratégies d'adaptation intégrées. C'est vraiment une clé pour que nos territoires puissent faire face au mieux dans les années à venir aux impacts du changement climatique. Il faudra réinterroger aussi notre gestion des risques parce que ce n'est pas parce qu'on s'adapte qu'on n'aura pas des événements extrêmes et qu'on n'aura pas à faire des crises régulières qui seront d'ailleurs probablement plus importantes que celles qu'on vit aujourd'hui. Voilà, j'avais mis, bon là on passe. On passe, c'est un peu ce que je viens de dire. Non, bah là ce que je peux rajouter ici, c'est que malgré tout, pour l'adaptation comme pour la technovation, la culture commune du risque aux enjeux liés au changement climatique, il est important de la poursuivre, notamment à améliorer la perception du risque. Et dans les solutions, j'ai parlé beaucoup de biodiversité. Il y a des solutions, c'est les solutions d'adaptation fondées sur la nature.
quand on peut les mettre en œuvre et quand elles sont pertinentes, il faut les favoriser parce qu'elles ont l'avantage de, et je pense que j'en parle peut-être dans la diapo suivante, tu peux la passer, elles ont l'avantage voilà, de travailler à la fois sur la biodiversité, d'avoir des bénéfices en termes de biodiversité, d'adaptation et d'atténuation. Et quand on parle de solutions d'adaptation fondées sur la nature, c'est à la fois de l'agroécologie, de la nature en ville, la rémunération des cours d'eau, etc., etc. Et je vais passer juste une dernière diapo, je vais passer tout le reste parce que là, j'ai explosé le temps. Je ne sais pas tenir mon temps. On passe parce que voilà, on peut. En fait, tous les sujets sont beaucoup trop nombreux. On passe quasiment à la dernière, pas la dernière, mais encore deux. Voilà, on va rester sur celle d'avant. Je finirai là-dessus. Juste sur celle d'avant, si tu y arrives. C'est quelques points un peu caricaturaux, c'est vrai, un peu très généraux. Mais en fait, aujourd'hui, dans l'adaptation, les diagnostics, on a à peu près les éléments pour les faire. Beaucoup d'incertitudes, c'est complexe à faire, mais on a les éléments. Des solutions, on commence à en avoir beaucoup à notre disposition. Des financements, il y en a de plus en plus. Des plans, des stratégies, on en a à notre disposition. Aujourd'hui, la complexité, même vis-à-vis de notre position vis-à-vis du changement climatique, c'est sur la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, aujourd'hui, je pense qu'il y a encore un cap à passer. Et là, ça fait partie des leviers. Si on s'attaque vraiment au contexte de mise en œuvre, je pense qu'on pourra aller beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus pertinente sur la mise en place des politiques à la fois de stratégie énergétique que des politiques d'adaptation. Donc, des points importants, hein, et je les cite très rapidement. Anticiper, vraiment, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Anticiper et pas sous-évaluer. Il faudra des personnes à la baguette. Effectivement, il faut orienter et mettre en cohérence les actions. C'est extrêmement important dans une stratégie. Il faut de la mise en cohérence. Il faut s'appuyer sur un partenariat large, aussi bien technique, scientifique, opérationnel que citoyen. Donc voilà, et aujourd'hui, je pense que sur beaucoup de sujets, il faut arriver à mettre tout le monde autour de la table, continuer à renforcer la recherche et les connaissances scientifiques au niveau territorial, favoriser la mobilisation de tous, ça favorisera aussi l'acceptabilité des actions, mais le plus important, c'est de favoriser la mobilisation de tous, et pour arriver à développer des stratégies territoriales intégrées. Donc voilà, c'est quelques éléments, il y en a d'autres. Globalement, hein, travailler sur les dynamiques économiques et sociales et sur la gouvernance, ça reste aujourd'hui des éléments clés aussi. Donc voilà, merci de votre attention. Tous les rapports montrent qu'il y a encore urgence. Et allons-y, on a beaucoup d'outils, d'éléments à notre disposition. Voilà, désolé, j'ai parlé beaucoup trop, je laisse peu de place aux questions, mais ceux qui ont un peu de temps, et si Domiti a du temps, moi je peux garder un peu de temps pour répondre à des questions. Il y avait des questions dans le chat, notamment que je reprends, des questions de la part de Marjorie, si ma mémoire est bonne, sur la promotion touristique. La promotion touristique va-t-elle enfin tenir compte de l'inconfort et des risques que l'on fait courir aux touristes avec un nouveau calendrier des périodes propices au tourisme et un encouragement à ne pas venir en avion? Ça serait bien. Je pense que cette question, la question des enjeux, hein, de l'évolution du tourisme, elle commence quand même à être portée. Bon, d'ailleurs, on a fait un cahier. Hein, il y a un cahier tourisme et changement climatique qui est aussi à disposition sur notre site. Il y avait mon collègue Philippe Rossello qui travaillait Géographère, qui a un bureau d'études indépendant, un bureau d'études indépendant qui a travaillé qui a intégré les enjeux de tourisme dans les différents scénarios de l'ADEME. Donc, il commence à avoir des outils pour travailler autour de ça. Ça reste une vraie question. Le tourisme a des impacts et le tourisme sera impacté. On le voit très bien avec les stations de ski. On commence à le voir aussi au niveau du tourisme balnéaire. Et faire attention aussi au tourisme, même le tourisme d'arrière-pays sera impacté. On l'a déjà vu peut-être dans l'arrière-pays, en tout cas en 2022-2023, où on a eu quelques fois sur certains secteurs 3 à 4 semaines de fermeture des massifs forestiers. Donc les gens qui viennent faire de la randonnée, qui viennent faire du vélo, qui viennent se balader, il fait très chaud, mais surtout, on n'a pas le droit d'aller dans les massifs forestiers. On a vu au printemps l'impact des canicules et des feux en Grèce
sur l'accès à la ressource et beaucoup d'îles ont dû annuler leurs réservations touristiques. Donc l'impact du changement climatique sur le tourisme et donc un impact socio-économique en Grèce a été extrêmement fort cette année-là. Donc oui, non, mais je pense que pour l'instant, c'est absolument pas assez pris en compte, surtout de façon intégrée, que ça soit pas à la marge, que tout le monde se repose vraiment ces questions. Il y a vraiment des questions d'accès à l'eau, de sobriété. On est dans un territoire où on manque d'eau en été, et c'est là où on a le plus de personnes qui viennent chez nous. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de questions à revoir autour du tourisme. Et il y a Alizé Géomatique qui a levé la main. Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci, Monsieur Nico, pour ce panorama extraordinaire qui donne un petit peu de vertige, mais je pense que c'est absolument nécessaire. J'aurais voulu peut-être compléter un tout petit peu sur l'aspect aménagement du territoire, qui est vraiment un enjeu phénoménal, la mise en œuvre, et faire un constat. Nous sommes dans ces sujets de longue date, nous accompagnons les territoires partout en France sur le ZAN. Nous sommes aussi bien sur les aspects, alors 3 mots-clés, ruissellement, qui n'est peut-être pas forcément beaucoup ressorti, et qui est vraiment un mot-clé sur lequel toutes les stratégies de politique publique doivent aller beaucoup plus loin. Et une grosse difficulté en France, c'est le millefeuille territorial et c'est l'hyper-segmentation. On parle d'un côté de la GIEP, et vous en avez parlé à travers l'illustration que je connais du Grès, Madame Brelot, avec laquelle je travaille, et ça peut être l'Adopta, ça peut être le Grès, beaucoup de systèmes, beaucoup de dispositifs qui font des formidables travaux sur des solutions, mais elles sont sectorielles, là encore. On ne peut pas dissocier ce qui se passe en ville de ce qui se passe sur le bassin versant, où on a jusqu'à 70 à 80% des surfaces actives, c'est-à-dire l'intensification des phénomènes est aussi à l'aval. Et moi, je constate une hyper-segmentation entre la GIEP d'un côté, la GIMAPI de l'autre, les PAPI de l'autre. On a une vraie difficulté. Et voilà, un petit appel à toutes les personnes ici présentes qui souhaiteraient collaborer sur ces phénomènes à l'aune de notre ancrage sur la mesure de tous les phénomènes humains qui, effectivement, et vous l'avez bien dit, en plus du changement climatique, vont faire que le bassin versant va réagir totalement différemment de ce qu'on a connu il y a 20 ans. Et là, il y a des volumes qu'il faut avoir vraiment en tête. La stratégie de désimperméabilisation, ça correspond à 1/100e ou 1/10e de ce que l'on fait évoluer concrètement sur les lames d'eau qui seront demain en ville avec des épisodes intenses. Et donc, les ordres de grandeur, il faut aussi les garder en tête. Et pour finir, peut-être un rappel, vous l'avez forcément en tête, ERC, éviter, réduire, compenser. Et la compensation, on y est beaucoup. L'évitement, un peu moins, parce qu'effectivement, politiquement, c'est très complexe, mais il y a maintenant des pistes et des solutions qu'il faut pouvoir coordonner. On y travaille concrètement. Encore merci pour cette très belle initiative et cette très belle présentation. Merci. Oui, et puis juste, effectivement, garder à l'esprit que j'ai parlé de 600 mm, 700 mm. En fait, c'est ce qui tombe en une journée à Paris, en un an à Paris. Les derniers événements qu'il y a eu à Cannes, il y a quelques temps, là, il y a eu 2 inondations, on était de l'ordre de 40-50 mm. Il est tombé et on a eu le centre-ville inondé, des coulées de boue. Et il est tombé à peu près également 400-500 mm à Valence. Donc on voit qu'avec 50 mm, selon où ça tombe, on a déjà des fortes conséquences en termes d'urbanisme. Il serait tombé 10 fois plus. Voilà, et ça, je pense qu'il faut s'y préparer. Et merci pour l'intervention. L'aménagement du territoire aujourd'hui, c'est quelque chose de majeur. Et je pense qu'il ne faut pas aussi éviter. Il faut intégrer tout ce qui est. On parle de repli stratégique, on parle de relocalisation. Ça commence à se faire, d'ailleurs, sur vos secteurs, quand les maisons étaient beaucoup transformées et inondées. Mais quelquefois, je pense qu'il faudra au moins essayer de vraiment d'appréhender la question de façon très sérieuse, parce que c'est des processus qui peuvent être très longs et qui sont complexes. Mais en tout cas, voilà, oui, on est face à des enjeux de territoire là, et d'aménagement du territoire qui sont extrêmement forts. Je vous rejoins, nous avons travaillé sur le biterrois et le triptyque surcote, débordement, ruissellement est un élément qui était jusqu'à présent, jusqu'à il y a encore peu de temps, très très peu pris en compte, avec une hypersegmentation malheureusement, et on le comprend sur les phénomènes de surcote avec certains laboratoires, mais le triptyque, c'est bien là l'enjeu, puisque on le sait, dans les épisodes saisonniers, on a à la fois des tempêtes marines avec un apport du bassin versant. Donc, comment va réagir justement les territoires à l'aune
monde de l'aménagement et de l'artificialisation qui est parfois méconnu. C'est là où la question de la donnée et la question du croisement en fait de l'incertitude. Et de ce point de vue-là, vous l'avez peut-être cité au début, hein, excusez-moi, je suis peut-être arrivée un petit peu tard, Explore 2 introduit quelque chose de très intéressant. Explore 2 introduit pour la première fois la notion d'incertitude, c'est-à-dire qu'il y a des éléments sur lesquels que vous avez cités, sur lesquels on a plus de certitude que d'autres. Et pour travailler dans d'autres territoires également, dans le nord de la France, ce sont des territoires, au-delà de notre Méditerranée, qui vont être exposés à des ETP, à des évapotranspiration potentielles, qui ont une certitude avérée. Et donc là-dessus, comment on croise la perturbation du grand cycle avec justement l'incertitude climatique, c'est là-dessus qu'il faut pouvoir travailler, tout en évitant des réserves. Et j'ai beaucoup apprécié justement votre approche scientifique, parce qu'on n'a pas des certitudes tout, mais maintenant on connaît l'incertitude sur certains phénomènes et on peut avancer, en l'occurrence avec cette intercertitude. Oui. Bah, travailler avec l'incertitude, c'est un gros enjeu. On n'est pas habitué à ça non plus. Donc, ça fait Non partie plus. des freins à prendre en compte, surtout quand il s'agit d'extrêmes. Tout à fait. Je crois qu'il y avait d'autres questions. S'il y a encore des gens qui sont toujours là. Alors, je sais Mais pas. je vois pas de main levée. Mais sinon, il y avait une question concernant les dernières données vis-à-vis du plan national d'adaptation de j'ai la langue Tatiana Lambert. Si vous êtes toujours là, vous pouvez toujours poser votre question. Oui, je suis toujours là et merci, bonjour à tous et merci beaucoup pour votre présentation. J'ai l'habitude aussi de vous voir à d'autres événements. Donc moi, je viens pas des Alpes-Maritimes, mais je viens plutôt du Var. On a aussi ces problématiques-là entre sécheresse et ruissellement des bords, etc. Et en fait, j'ai vraiment ma question. Je vous ai mis le plan national pour s'adapter au changement climatique. C'est le dernier plan national au niveau du gouvernement. Et d'ailleurs, il y a une grande consultation citoyenne. Oui. En fait, ce qui m'a beaucoup interpellée et vraiment même très grandement interpellée au niveau professionnel et au niveau personnel, on était plutôt sur des variations de degrés de 1,5. Et là, potentiellement, ce nouveau plan nous met en garde sur potentiellement une augmentation de plus 4 degrés. Donc voilà, ça m'a beaucoup interpellée sur ces plus 4. Oui. Alors là, c'est une vraie question. En fait, c'est une question d'ambition climatique. J'ai parlé d'atténuation et d'adaptation. Quand on parle d'atténuation, on a l'ambition, dans les politiques locales et nationales et mondiales, on a l'ambition de tous contribuer à limiter la hausse de la température à 1,5 degré, voire 2, et déjà, il y aura des grandes conséquences. On l'a vu là dans le dernier rapport, c'est pas sûr du tout d'y arriver. Donc l'ambition, en revanche, en termes d'adaptation, elle est inverse. Ça veut dire que j'ai une grosse ambition pour réduire les émissions, j'ai un objectif ambitieux pour réduire mes émissions de gaz à effet de serre, mais pour m'adapter, je dois aussi avoir un objectif ambitieux en termes de hausse des températures. C'est-à-dire que si je m'adapte à 1,5 degré, la probabilité qu'on dépasse ça et que tout ce que j'ai mis en place ne soit pas suffisant est très grande. Donc là, pour m'adapter, inversement, je dois aller chercher au moins 4 degrés, et on pourrait aller chercher plus, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, il faut au moins aller à 4 degrés. Je m'exprime peut-être pas très bien, mais c'est une question, c'est 2 chiffres d'ambition. Forte ambition pour l'atténuation, c'est 1,5. Et en termes d'adaptation, il faut que j'anticipe une élévation des températures assez importante pour ce que je mette en place aujourd'hui soit pertinent demain, même au cas où on n'est pas, ce qui est possible, on n'est pas réussi à tenir nos ambitions d'atténuation. Donc voilà, c'est pour ça que ces 2 chiffres s'opposent et sont si divergents. Et c'est pour ça que souvent on dit « Ah mais non, mais l'adaptation, c'est comme si on avait baissé les bras ». Non, de toute façon, on doit le mettre en place aujourd'hui. Là, on anticipe, on commence à préparer nos territoires au fait que il y a déjà une hausse des températures et que peut-être elle va aller très haut. Et donc, ne surtout pas sous-estimer la mise en œuvre, qui est très longue, quelquefois très coûteuse. Si on la sous-estime, on aura perdu de l'argent et on sera dans des contextes… on risquera même d'accroître notre vulnérabilité si on sous-estime nos mesures d'adaptation. Donc voilà, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, c'est une histoire d'ambition par rapport à 2 phénomènes effectivement un peu différents. Et justement, il ne faut pas opposer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bon, eh bien, si vous en êtes d'accord, ce que je vous propose, c'est qu'on va vous envoyer par mail le PowerPoint de présentation, on va vous envoyer l'enregistrement du webinaire et je vais demander à Antoine qui nous envoie les liens qu'il a mentionnés durant le webinaire, mais qui n'apparaissaient pas sur le PowerPoint. Comme Ah ça, oui, vous aurez tous il y en les a qui éléments. apparaissent, hein. Mais quand il n'y en a pas, oui, je vais les. Ok, ben, on va les voir. Mais normalement, j'en ai mis pas mal sur le PowerPoint. Oui, Mais effectivement, il y en a peut-être qui n'y sont pas. Et puis, quelquefois, il y a des liens qui sont à la fin du diaporama. Donc, s'il est en accès, voilà. Puis, quelquefois, je parfait. suis les mots-clés. Mais bon, je reste à votre disposition si effectivement, tous, si vous avez des questions, des besoins de ressources, si je peux et si j'y arrive, je Eh ben, répondrai. je mettrai votre adresse mail dans le PowerPoint, dans le mail que je vais envoyer à tous les participants. Tout à fait. Est-ce que ça vous convient? Parfait, c'est Très bien, formidable. merci. Merci. Eh bien, très bien. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, on vous envoie tous les éléments par mail. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.